Si tu t'arrêtes un instant pour observer avec froideur, tu te rendras compte que ton corps ne ment jamais. L'image que tu projettes, la façon dont tu occupes l'espace, la manière dont ton visage et tes gestes réagissent à la vie quotidienne, tout cela est une déclaration silencieuse de tes décisions quotidiennes. Ce n'est pas une question de génétique ni de chance. Ce que les autres voient est l'effet accumulé de ce que tu répètes. Tolère et laisse passer devant le miroir, et loin de lui. L'usure ne vient pas d'un coup, mais des habitudes automatiques, des petites négligences et des excuses qui deviennent routine jusqu'à ce que la présence s'éteigne et que la vitalité se fasse sentir absente. La plupart vivent ainsi, traînant leur corps comme si la fatigue était un mérite, justifiant le désordre comme s'il était inévitable. Mais, si tu as le courage de te regarder avec honnêteté, tu te rendras compte que la discipline se reflète avant les mots, que l'autocontrôle se remarque dans le regard, que la tempérance se lit dans la posture et que la négligence finit toujours par coûter cher. Le respect de soi se construit dans l'invisible, dans la somme de choix minimes qui semblent ne pas importer jusqu'à ce qu'ils changent tout. Personne ne viendra te sauver de tes propres habitudes. Si tu veux que le monde te perçoive différemment, tu devras commencer par cesser de vivre en automatique. Le corps est le journal de tes habitudes. Le changement n'attend pas, il ne demande pas non plus la permission. Observe vos habitudes sans excuse. La vérité est celle-ci. Vos habitudes vous trahissent et vous ne vous en rendez même pas compte. Peu importe ce que vous dites, ni les justifications que vous inventez pour vous sentir à l'aise. Si vos coutumes sont médiocres, votre présence sera médiocre, et c'est tout. Vous pouvez parler de potentiel, de bonnes intentions, mais la réalité s'impose chaque fois que vous marchez voûté, lorsque votre regard fuyant révèle de la fatigue et du désintérêt, lorsque votre corps transmet l'abandon bien avant que vous n'ouvriez la bouche. Voici la preuve, claire et brutale, de ce que vous êtes vraiment, pas de ce que vous prétendez être. Observez ce que vous faites chaque matin, chaque soir, chaque fois que vous vous laissez porter par le pilote automatique. Il ne s'agit pas de vous diaboliser, mais de voir sans filtre. Combien de fois avez-vous laissé passer le temps devant un écran? Avez-vous reporté les soins de base pour vous-même? Vous êtes-vous réfugié dans la plainte ou dans l'excuse facile? Chacun de ces actes est une décision, et la somme de ces décisions est votre présence, votre visage, votre posture, votre énergie. Vous n'êtes pas une victime de vos circonstances. Vous êtes le résultat de vos choix répétés. Cela vous dérange de l'entendre parce que personne ne veut admettre qu'il entraîne la faiblesse tous les jours, mais c'est le prix de l'honnêteté. Si vous n'avez pas le courage de regarder vos habitudes en face, alors vous n'avez pas le droit de vous plaindre de la façon dont les autres vous perçoivent. N'attendez pas de respect ni d'admiration lorsque vous ne montrez même pas de respect pour votre corps, votre repos, votre alimentation, votre attitude. Assez de glorifier la fatigue, de justifier le mauvais traitement silencieux que vous vous infligez avec chaque nuit mal dormie, avec chaque repas choisi par anxiété, avec chaque minute offerte au bruit superficiel des réseaux. Si vous voulez vraiment transformer votre présence, cessez de chercher des explications externes et commencez à enregistrer chaque acte quotidien sans anesthésie et sans embellissement. Le premier pas n'est pas de tout changer d'un coup, c'est de regarder avec brutalité, sans filtre, ce qui se passe déjà. Il ne s'agit pas de vous obséder avec la perfection ni de vous punir pour chaque chute. Il s'agit de cesser de vous mentir. Ce que vous niez vous domine, ce que vous observez, vous pouvez le transformer. La discipline n'est pas un don, c'est un muscle. Elle se renforce en regardant la réalité en face, sans faux-semblants, sans histoire. Le véritable changement commence au moment où vous êtes capable de vous reconnaître dans vos habitudes, sans excuses, sans raccourcis mentaux. Si vous refusez d'observer, vous répétez la dette encore et encore jusqu'à ce que votre présence devienne un fardeau pour vous et pour les autres. La transformation commence dans l'acte brutal de vous observer, sans justification, sans applaudissement. Personne ne va vous sauver de vos propres routines. Soit vous prenez le contrôle, soit vous continuez à payer le prix de l'inconscience. Ce que vous faites en privé se remarque en public. C'est la loi. 2. Ton corps révèle ce que tu répètes. Tu te lèves et ressens le poids sur les épaules, les paupières encore lourdes, le dos courbé sans même t'en rendre compte. Tu vas directement au téléphone, vérifiant les messages avec un pouls tendu. Et ta respiration n'est qu'un soupir superficiel.
Tu te regardes du coin de l'œil dans le reflet de l'écran éteint et le geste est le même qu'hier. Fatigué, distrait, presque absent. Ce petit rituel, si automatique, est la trace de ce que tu répètes chaque jour. Ce n'est pas seulement une posture physique, c'est la manifestation externe de ce que tu portes à l'intérieur, de la somme de tes choix et de tes renoncements. Le corps ne ment pas, il enregistre avec une précision chirurgicale chaque nuit mal dormie, chaque repas qui ne cherche qu'à à combler des vides, chaque pensée que tu choisis de laisser sans réponse. La tension dans la mâchoire lorsque tu tais ce qui te dérange, la rigidité des épaules chaque fois que tu fais le fort, le regard qui évite trop parce que tu crains de voir ce qu'il y a derrière. Le corps est l'archive de tes répétitions. Tu ne peux pas séparer ce que tu fais de ce que tu es. Il y a une inertie derrière les gestes quotidiens, une résistance subtile qui s'installe dans la façon dont tu marches, dans la manière dont tu t'assois, dans cet élan de vérifier ton téléphone pour ne pas rester seul avec tes pensées. La fatigue n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle. La lassitude de ne pas te mettre de limites, de dire oui quand tu veux dire non, de céder du terrain à la paresse, à la plainte, au récit de victime. Le corps absorbe tout et finit par communiquer ta vérité aux autres avant même que tu prononces un mot. Si tu insistes pour alimenter des habitudes qui te drainent, le reflet sera inévitable. Tu te verras et te sentiras de plus en plus petit, plus terne, plus éloigné de ton propre respect. Le véritable conflit est interne. Ce n'est pas ta génétique, ni l'âge, ni les vêtements, ni le contexte. C'est la somme de tes répétitions silencieuses, celles qui te volent de la vitalité sans que tu ne t'en rendes compte. Certains attendent un changement dramatique, une révélation, mais la réalité est beaucoup plus simple. Chaque fois que tu répètes une habitude médiocre, tu entraînes ton corps à la résignation. Et chaque fois que tu choisis, ne serait-ce qu'une seule fois par jour, de redresser le dos, de regarder droit devant, de respirer profondément et d'agir en pleine conscience, tu inities une fracture dans ce cycle. Le corps apprend vite, tant la faiblesse que la force. Ton corps révèle ce que tu répètes, et les autres le perçoivent même avant toi. Si tu veux changer la perception, commence par changer la répétition. Il n'y a pas de raccourci, juste la constance de ce qui est simple. Ce que tu répètes te définit. 3. Corrige ta posture, change ton message. Je te confie quelque chose d'inconfortable. Parfois, même quand je sais que je devrais être droit, conscient de ma présence, je me recroqueville à nouveau comme si, au fond, je voulais me cacher du monde. Ce n'est pas de la paresse physique. C'est une sorte de réflexe accumulé, comme si le corps apprenait à se protéger en baissant la garde, envoyant le mauvais message à tous, même à moi-même. La posture n'est pas seulement l'endroit où repose ta colonne, c'est le résultat final de milliers de petites décisions mentales que tu as laissées s'automatiser. Le véritable problème apparaît lorsque tu ne reconnais pas cet automatisme comme un choix, mais comme un fait inévitable de ta personnalité, comme s'il était hors de ton contrôle. Lorsque tu marches avec les épaules affaissées ou le regard baissé, ton corps communique avant toi le message de reddition, d'épuisement, que ta vie intérieure cède du terrain face au monde extérieur. Et même si tu t'efforces de parler avec assurance, même si tu prépares des discours ou essayes de convaincre, ta présence physique a déjà rendu le verdict bien avant. L'autoperception devient prophétie et les autres ne font que la confirmer. Changer la posture peut sembler une recommandation superficielle jusqu'à ce que tu comprennes à quel point cela affecte la perception que tu as de toi et celle que les autres reçoivent. Il ne s'agit pas seulement de santé physique ou de mieux paraître sur les photos. C'est une question de message, d'autorité interne, de respect de soi. Le corps est un canal de communication qui ne ment pas. Chaque fois que tu corriges ta posture, tu n'ajustes pas seulement des muscles, tu ajustes le message que tu envoies à ton environnement et à ton cerveau. Redresser le dos, détendre la mâchoire, ouvrir la poitrine, relever le regard. Ces gestes simples, répétés avec intention, désactivent peu à peu la narration silencieuse de la défaite. L'esprit associe la posture à l'état émotionnel et vice-versa. Si le corps se plie, l'esprit se rend. Si le corps s'affirme, l'esprit s'active.
Chaque ajustement conscient est une fracture dans l'automatisme de la résignation. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie et un entraînement mental. N'attends pas de te sentir sûr de toi pour corriger ta posture. C'est l'acte de la corriger qui entraîne la sécurité. Le respect commence par le corps que tu habites. Si tu choisis de laisser l'inertie décider de ta posture, ton message sera toujours celui de la faiblesse apprise. Mais si tu décides d'intervenir, même si cela te met mal à l'aise au début ou semble artificiel, tu commences à réécrire le scénario interne que tu as répété pendant des années. Le contrôle commence par ce qui semble le plus simple, la façon dont tu habites ton corps. Tu ne peux pas contrôler l'opinion de quiconque, mais tu peux contrôler le message que tu délivres avant de parler. La présence est message. Le corps crie ce que la bouche tait. 4. Respire profondément avant de réagir. Pense à un ressort comprimé à son maximum, tendu sous la surface et prêt à sauter. Ainsi, bien souvent, tu traverses la vie. Les épaules légèrement raides, les doigts serrant le téléphone, la mâchoire fermée jusqu'à laisser une marque. À l'extérieur, à peine un geste. À l'intérieur, l'accumulation de 1000 petites tensions que personne ne voit, mais que le corps enregistre et transmet comme un langage secret. Il suffit d'un mot, d'un commentaire déplacé, d'un message inattendu, et tout ce ressort interne se libère dans une réaction automatique. C'est le moment où tu cesses d'être présent et deviens simplement une réponse. Un reflet conditionné par la fatigue, l'anxiété ou les comptes émotionnels non réglés. L'air devient court, la respiration se contracte dans la poitrine et le pouls s'accélère sans que tu ne t'en rendes compte. À cet instant, le contrôle n'est plus à toi. Il appartient à l'habitude, à la réaction apprise, à cette dette nerveuse que tu ne payes jamais et qui se réclame toujours sous forme de mots que tu regrettes ensuite, de gestes brusques ou de silences chargés de ressentiment. Mais tout change dans le bref espace entre le stimulus et la réaction. Cette marge, bien qu'elle semble minime, est le seul terrain véritablement à toi. Ce que tu fais là détermine si tu deviens esclave de tes impulsions ou maître de ta présence. Respirer profondément avant de réagir n'est pas seulement une recommandation de manuel de développement personnel, c'est une fracture réelle dans le mécanisme de l'impulsivité. C'est l'acte, simple et concret, de reprendre le contrôle sur toi-même quand tout pousse à le perdre. Sens comment l'air entre par le nez, descend, remplit l'abdomen, se dilate dans la poitrine. Sens comment, en expirant, tu desserres le poing, relâches le cou, déverrouilles la mâchoire. Le monde peut être en feu autour de toi, mais ta respiration est l'encre qui te ramène au présent. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais tu peux décider comment répondre. Cette pause est un pouvoir. L'autocontrôle commence au diaphragme. Dans la pratique, tu le remarqueras dans les petites choses. Le courriel agressif auquel tu ne réponds pas immédiatement, la discussion familiale où tu choisis de contenir ta voix, le commentaire blessant que tu ne renvoies pas avec un autre du même acabit. Chaque fois que tu respires avant d'agir, le ressort perd de sa force, la réaction automatique s'affaiblit et ta présence se renforce. C'est là que se cultive la véritable tempérance, dans la maîtrise de ses propres réponses. Une respiration peut changer le cours d'une journée. Celui qui contrôle sa réaction contrôle son destin. La pause, bien que brève, est la différence entre ajouter de la tension ou libérer de l'espace pour une décision consciente. Personne ne remarque l'effort de l'extérieur, mais ton corps le remercie et ton environnement le perçoit. Le respect de soi se construit dans ces secondes d'oxygène et de silence. Respire profondément avant de réagir. C'est là que commence le véritable contrôle. 5. Choisis bien ce que tu consommes au quotidien. Tout ce que tu consommes te façonne, même si tu refuses de l'admettre. Tu n'es pas aussi fort que tu le crois si tu passes la journée à nourrir ta tête et ton corps avec des déchets, espérant que la discipline et la clarté fleurissent de nulle part. Chaque gorgée, chaque bouchée, chaque minute d'attention que tu offres à l'écran est un investissement direct dans ton avenir ou dans ta misère. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu te construis, soit tu te détruis, décision après décision, choix après choix.
Arrête de te mentir en pensant que ces petits excès, ces séries interminables, cette nourriture choisie sur un coup de tête, cette information chargée de colère, ne laisse pas de traces. Ton système nerveux ne fait pas la différence entre ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu manges et ce que tu crois. Il absorbe tout et le transforme en matière première pour ton humeur, ton énergie, ton apparence et ton attitude. Si l'alimentation principale de tes journées est le drame des autres, la plainte numérique, le sucre facile, la comparaison toxique et l'information poubelle, ne t'attends pas à avoir de la lucidité ni de la force pour affronter ce qui compte. Voilà le piège. Tu veux des résultats différents, mais tu répètes un régime émotionnel et physique qui te rend juste plus faible. Ce que tu consommes en silence est ce qui t'affecte le plus. L'auto-tromperie préférée est de croire que tu peux compenser plus tard, qu'un week-end de désintoxication efface des semaines d'excès et de négligence. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le corps et l'esprit sont comme un compte bancaire. Ils retirent et retirent jusqu'à ce que le découvert arrive. Et quand il faut payer, la facture est lourde. Fatigue, irritabilité, peau terne, regard perdu, énergie qui s'évapore avant midi. Si tu n'as pas la volonté de filtrer ce qui entre dans ton organisme et ta tête, ne te plains pas si ton reflet est une version médiocre de toi-même. La véritable discipline ne commence pas à la salle de sport ni dans la méditation, mais dans la brutalité de l'honnêteté en reconnaissant ce que tu laisses entrer dans ta vie et pourquoi. Chaque impulsion que tu suis sans questionner t'entraîne vers la faiblesse. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu cèdes du terrain. Il ne s'agit pas de devenir obsédé, il s'agit de respect de soi. Personne ne va choisir à ta place. Personne ne va nettoyer le désordre intérieur que tu génères chaque jour. Si tu veux vraiment de la présence, de l'énergie et de la clarté, tu dois être implacable avec ce que tu consommes. Information, nourriture, images, conversation. Ce que tu laisses entrer définit ce que tu projettes. Ton filtre est ta frontière. Si tu ne le renforces pas, tout ce qui est extérieur t'envahit et te transforme en un reflet du pire de l'environnement. Choisis bien ou sois dévoré par ce que tu choisis mal. Ta présence commence par ce que tu permets de te nourrir. C'est la loi. 6. Prends soin de ton sommeil comme de ta parole. Personne qui néglige son sommeil ne peut feindre la présence ni l'autorité. C'est la vérité inconfortable. Tu peux tromper les autres un moment, mais ton corps finira par trahir la dette que tu accumules nuit après nuit de repos superficiel. Il n'y a pas de volonté qui puisse compenser l'épuisement d'un esprit fatigué ni d'un corps privé de réparation. La fatigue chronique ne se remarque pas seulement dans tes cernes ou dans la lourdeur de tes paupières, mais aussi dans l'irritabilité avec laquelle tu réponds, dans la dispersion qui trahit tes mots, dans l'absence d'éclat dans ton regard. Le sommeil est la base sur laquelle tout le reste se construit. Quand tu l'utilises comme monnaie d'échange, tu le payes avec ta clarté, ton énergie et ta capacité à tenir la parole que tu engages chaque jour. Beaucoup de gens croient que dormir peu est un insigne de force, comme si sacrifier le repos était une preuve d'engagement ou d'ambition. C'est un mensonge dangereux qui n'entraîne que la médiocrité. Celui qui ne respecte pas ses heures de sommeil finit par vivre dans un état de dette permanente. Tout coûte plus cher, tout irrite davantage, tout semble être une montée. L'esprit fatigué cherche des raccourcis, tombe plus facilement dans la plainte et l'auto-tromperie, perd la tempérance qui distingue celui qui gouverne sur lui-même. Quand tu ne prends pas soin de ton repos, ton caractère en souffre. L'autocontrôle s'affaiblit, la patience devient fragile et la capacité de bien choisir s'évapore. Ce n'est pas une question de dormir juste ce qu'il faut, c'est une question d'honorer le seul espace où le corps et l'esprit peuvent redémarrer et se recomposer pour affronter la journée avec dignité. Le sommeil est un acte de respect de soi, aussi sérieux que de tenir la parole que tu donnes. Négliger ton repos, c'est te trahir dans l'essentiel. C'est te dire que tu peux remettre à plus tard ce qui est urgent maintenant. Chaque nuit que tu offres à l'insomnie volontaire, à l'écran illuminé ou à l'inquiétude sans filtre, tu accumules une dette que ton corps réclamera inévitablement. Et cette réclamation va directement à ta présence. Visage terne, énergie dispersée,
regard vide. Celui qui dort mal vit à moitié, réagit au lieu de décider, survit au lieu de diriger. Il n'y a pas de transformation possible sans une base solide de repos. Tu veux clarté, force et contrôle sur tes émotions, mais tu te refuses le droit de te reposer. Là se trouve la contradiction qui sabote tout effort de changement réel. Le respect commence dans l'invisible, dans la discipline d'éteindre le monde extérieur pour permettre au corps et à l'esprit de se réparer. Prends soin de ton sommeil comme de ta parole. Ce que tu promets et ce que tu reposes sont la structure sur laquelle repose ton caractère. Si tu ne peux pas te soutenir dans ce qui est le plus simple, tu ne pourras pas non plus te soutenir dans ce qui est difficile. La discipline nocturne est l'entraînement secret du jour. Sans sommeil, il n'y a pas de présence. Sans présence, il n'y a pas de respect. 7. Modère ton temps devant les écrans. Tu vas à la cuisine avec le téléphone à la main, vérifiant les notifications presque par réflexe pendant que tu te sers un verre d'eau. Tu ne remarques même pas le geste. Le pouce glisse, tu ouvres un réseau, tu en fermes un autre, tu changes d'écran sans vraiment regarder. Quand tu t'en rends compte, 15 minutes se sont écoulées, debout, le regard perdu dans une succession interminable d'images et de messages qui ne t'apportent rien. L'eau est toujours là, tiède, et l'esprit est déjà saturé avant même de commencer la journée. C'est ce cycle invisible qui se répète encore et encore, de petites fuites d'attention qui, additionnées, finissent par drainer l'énergie, étourdir la pensée et brouiller la notion réelle du temps. Ce n'est pas seulement une question de loisir, c'est une érosion silencieuse de la présence, de la capacité à concentrer l'attention et à maintenir la discipline sur soi-même. L'utilisation excessive des écrans altère non seulement ton repos, mais déforme aussi la perception que tu as de toi, des autres et de la valeur même du quotidien. Il y a un mécanisme clair derrière cette compulsion à vérifier le téléphone. L'esprit recherche la gratification instantanée, la distraction facile et l'évasion face à tout léger inconfort ou ennui. Ainsi, tu entraînes sans le vouloir l'incapacité de tolérer le vide, d'être avec toi-même, de faire face à l'inconfort naturel de la vie sans un filtre numérique entre les deux. La conséquence est directe. Une moindre capacité de concentration, moins de tolérance à la frustration et une présence de plus en plus fragmentée. Quand tu ne peux pas rester 5 minutes sans vérifier l'écran, ton attention est hypothéquée et ton autocontrôle s'affaiblit. Chaque minute devant l'écran est une décision qui t'éloigne de la réalité palpable et entraîne ton esprit à la dispersion. Ce qui semble être un repos est, la plupart du temps, un entraînement à l'anxiété. Si tu te réveilles et que la première chose que tu cherches est le téléphone, si tu manges avec l'appareil à côté, si tu ne peux pas regarder une série sans vérifier des messages toutes les 10 minutes, alors tu es en train de cultiver une incapacité réelle à habiter le présent. Et cela transcende le numérique. La posture voûtée, les yeux fatigués, l'expression absente, sont la trace physique d'une habitude qui te vole ta vitalité. Personne ne respecte celui qui ne peut pas maintenir sa propre attention. La présence s'affaiblit lorsque le regard se perd dans l'écran. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, mais de lui mettre des limites claires. Le contrôle ne réside pas dans le rejet du progrès, mais dans la décision de quand et comment tu t'exposes. Modère le temps, établis des fenêtres spécifiques et éteins les notifications qui n'entraînent que l'urgence et l'anxiété. Récupère l'espace mental qui t'appartient et utilise-le pour renforcer la présence. Être ici, maintenant, avec ceux qui sont devant toi ou avec toi-même, sans le besoin constant de stimulation externe. L'attention est la monnaie avec laquelle tu payes ta propre présence. Si tu la donnes sans filtre, tu perds le respect de soi et le contrôle sur ton énergie. Personne ne peut le faire à ta place. Ce que tu donnes à l'écran, tu le retires de ton caractère. Entraîne ton attention, récupère ton temps. La véritable maîtrise commence au doigt qui décide de ne pas glisser. 8. Maîtrisez vos gestes, maîtrisez votre présence. Parfois, je me retrouve dans des situations absurdes. Je me surprends à bouger mes mains avec nervosité au milieu d'une conversation, à toucher ma montre, à jouer avec mes clés, à croiser et décroiser les bras, comme si je cherchais une armure invisible. Ce qui est inconfortable, c'est de réaliser,
dans ce microseconde de lucidité que ces gestes ne sont pas le fruit du hasard, ils sont la trace physique d'une tension que je ne sais pas nommer, une anxiété muette qui s'infiltre par les doigts, les épaules, le regard. Personne ne me le dit à voix haute, mais je sens comment l'énergie dans la salle change, comment l'interlocuteur s'éloigne à peine, peut-être sans savoir pourquoi. Le corps ne négocie pas. Ce que vous ne traitez pas, il le traduit en petites fuites, en tics, en rigidité, en une présence qui semble se rétracter ou devenir agressive selon la charge interne. Assis devant une table, les doigts tambourinent sans permission, la jambe bouge toute seule, la mâchoire travaille en silence et l'expression faciale révèle plus de fatigue ou d'impatience que je ne voudrais montrer. C'est un langage que personne n'enseigne, mais que tout le monde comprend. Le respect se perd avant même d'ouvrir la bouche lorsque vos gestes sont ceux de quelqu'un qui ne se contrôle pas. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas maîtriser votre présence si vos gestes vous trahissent à chaque instant. Le corps enregistre et reproduit tout. L'irritation non résolue se glisse dans un froncement de sourcils. L'insécurité se cache dans la manie de se toucher le visage. Le besoin d'approbation se remarque dans le sourire forcé ou dans le regard qui cherche insistant la réaction de l'autre. Chaque mouvement compte, même ceux qui semblent insignifiants. Lorsque vous entrez dans un lieu et que vos épaules s'avancent, lorsque vous parlez et que vos mains s'agitent sans direction, lorsque vous changez le poids d'un pied à l'autre, comme si vous vouliez fuir, tout le monde le perçoit. Personne n'a confiance en celui qui ne peut pas garder son corps calme. L'agitation physique est lue comme une faiblesse, comme un manque de contrôle, comme une fracture dans le caractère. La discipline se remarque dans le calme, dans la pose consciente, dans le geste intentionnel qui ne cherche pas d'approbation ni ne cache d'insécurité. La maîtrise commence dans le minimal, une respiration profonde, les épaules détendues, les mains posées calmement, le regard qui se maintient sans trembler. Vous n'avez pas besoin d'une formation en théâtre ni d'étudier le langage corporel pour comprendre cela. Il suffit d'observer ceux que vous respectez. Ils ont tendance à bouger peu, mais chaque geste est sûr, délibéré, transmet une présence. L'autocontrôle s'entraîne dans la répétition de ces petits détails. Choisir de ne pas se gratter la tête à chaque silence, maintenir le dos droit même lorsque l'esprit se distrait, soutenir le regard en parlant et en écoutant. Le corps apprend autant l'agitation que la fermeté, ce que vous répétez vous définit. Là où il y a contrôle des gestes, il y a autorité interne. Votre énergie cesse de se disperser et commence à graviter, à créer un espace de respect silencieux. Ainsi se construit la véritable présence. Geste après geste, jour après jour, jusqu'à ce que le corps ne trahisse plus le message. Contrôlez vos gestes et vous dominerez votre présence. Personne ne respecte celui qui ne sait pas se tenir lui-même. 9. Parle moins, transmet plus par des actes. Une machine rouillée n'a pas besoin d'annoncer sa détérioration. Chaque grincement, chaque retard, chaque réponse lente est déjà une confession. C'est ainsi que tu fonctionnes lorsque tu parles plus que tu n'agis, lorsque tu répètes des promesses et des théories, tandis que tes actes restent bloqués dans l'inertie. Le monde ne bouge pas à cause de tes mots, il bouge à cause de l'évidence brutale de ta conduite. Peu importe combien de fois tu expliques tes intentions, ni combien de plans tu déclares à haute voix. Ce que tu laisses réellement dans l'air, c'est la trace de tes décisions concrètes. Parler beaucoup est le mécanisme favori de celui qui craint de s'exposer vraiment. L'averbiage est la carapace de celui qui n'ose pas mettre son corps en jeu. À quoi sert l'éloquence si ce que tu offres est vide? Les gens sentent l'incohérence avant même que tu termines ta phrase. Il n'y a pas de respect pour celui qui vit à justifier son manque d'action, seulement de la patience épuisée et une distance croissante. Si tu veux une présence réelle, tais-toi avant d'expliquer ce que tu feras et mets-toi à le faire. Ton corps, tes horaires, tes gestes et ton énergie quotidienne sont le seul discours qui compte. Chaque minute que tu passes à te convaincre ou à convaincre les autres est une minute volée à la transformation. La discipline ne se prêche pas, elle se démontre.
Le respect de soi non plus ne se déclare pas. Il se construit dans chaque acte accompli en silence, dans chaque limite, que tu maintiens même si personne ne l'applaudit. Celui qui a besoin d'expliquer trop ce qu'il fait, c'est parce qu'au fond, il sait qu'il ne fait rien de pertinent. L'autorité se reconnaît dans la simplicité de celui qui agit et laisse les résultats parler. Ceux qui impactent vraiment ne perdent pas de temps à raconter, ni n'ornent chaque effort minime de mots grandiloquents. Ils se déplacent, ajustent, corrigeant et avancent, sans chercher des regards d'approbation. Le piège est dans l'auto-justification. Lorsque tu te surprends à parler plus que nécessaire, examine avec une brutalité honnête si tu compenses l'absence de fait. Le corps trahit le charlatan. Les épaules se haussent, le regard cherche de l'attention, le ton monte et descend en essayant de couvrir le vide de fond. Ne te trompe pas, personne ne se souvient des discours. Ils se souviennent de l'effet que ta conduite laisse sur l'environnement. La cohérence est le muscle le plus difficile à entraîner, car elle ne se construit que dans la répétition silencieuse des actes. Moins de mots, plus d'exemples. C'est la ligne de démarcation entre la médiocrité et le respect. Si tu veux laisser une empreinte, arrête de parler autant et fais ce que tu dois faire sans l'annoncer. Les mots sont superflus lorsque les faits pèsent. La présence est une action soutenue, pas un discours interminable. Ce que tu fais sans dire est ce qui transforme réellement ta vie et celle de ceux qui t'entourent. 10. Fais de la constance ton identité. Ce que tu répètes chaque jour finit par être ton vrai nom. Il n'y a pas de raccourci. La constance n'est pas une qualité optionnelle, c'est la structure invisible qui soutient ce que tu es, même quand personne ne regarde. À l'intérieur, tu sais que chaque petite décision s'accumule, que ce que tu choisis de tolérer une fois sera plus facile à justifier demain, et que chaque renoncement à l'important t'entraîne vers l'abandon déguisé en confort. Le problème, c'est que l'esprit cherche toujours des excuses. Il te dit qu'aujourd'hui est l'exception, que demain tu vas vraiment commencer, que ce n'est pas grave si tu relâches un peu. Ce dialogue interne, si séduisant et raisonnable, est le piège le plus ancien. Le mécanisme est subtil. Chaque fois que tu te permets un écart en sachant que cela va à l'encontre de ce que tu veux construire, ta confiance en toi s'érode, comme une petite dette qui semble insignifiante mais s'accumule jusqu'à devenir impayable. Derrière cette résistance à la constance se cache une croyance invisible, que l'effort soutenu est seulement pour ceux qui sont nés disciplinés et que tu manques de quelque chose d'essentiel. C'est un mensonge. Ce n'est pas un trait génétique, ni un privilège réservé à quelques-uns, c'est une pratique qui se cultive. Et au début, oui, ça fait mal. Parce que défier l'impulsion de renoncer exige de regarder en face tout ce que tu as permis de s'installer en mode automatique. L'inconfort est le prix à payer. Quand tu fais face à cette fatigue mentale qui te murmure d'arrêter, quand le corps demande le vieux refuge de l'évasion, c'est là que se joue ton identité. La constance n'est pas épique. C'est la somme de petites répétitions inconfortables, de choisir encore et encore ce que tu sais te construit même si personne ne l'applaudit. Le respect de soi se forge dans ces heures grises, où personne ne fait d'applaudissements, où il ne reste que ta parole et ta capacité à la maintenir. La réalité est que ce que tu fais par routine se transforme en la base de ta perception de toi-même. Si tu entraînes la constance, même dans les plus petites choses, la façon dont tu te lèves, la manière dont tu prends soin de ton corps, la limite que tu mets à ton temps, l'esprit commence à te croire. Chaque acte accompli est un investissement. Il ajoute du respect, renforce ton caractère, te donne une structure interne qui ne dépend ni de l'approbation ni de l'état d'esprit du jour. La discipline ne semble pas glorieuse, elle semble rude au début, mais avec le temps, elle devient un refuge, une source d'énergie qui n'a pas besoin de témoins. Celui qui répète renforce, celui qui improvise se perd. Fais de la constance ton identité et le monde cessera de te percevoir comme une coïncidence. Tu n'es pas ce que tu fais parfois, tu es ce que tu répètes sans abandonner. Ta parole n'a de valeur que si tu es capable de la maintenir quand personne ne te regarde. C'est la différence entre le respect et l'autocompassion. La constance n'est pas pour impressionner, c'est pour ne pas te trahir. Personne ne te doit rien. C'est la vérité qui dérange le plus et en même temps celle qui libère le plus quand tu la comprends vraiment.
La souffrance commence au moment où tu exiges que la réalité soit différente, que les gens agissent comme tu l'attends, que le monde tourne à ton rythme. Mais la vie n'a jamais signé de contrat avec toi. Tu peux continuer à revendiquer, à te lamenter ou à blâmer tout ce qui est externe, mais cela ne fait que te laisser lié, faible et à la dérive. Le stoïcisme n'est pas une armure froide ni une pose distante. C'est une discipline mentale pour cesser de demander à la vie de changer et commencer à changer toi-même. Il ne s'agit pas de nier la douleur ni de faire semblant que rien ne t'affecte. Il s'agit d'accepter que ta véritable force réside dans la manière dont tu interprètes et réponds à ce qui se passe. Ne contrôle pas le monde, contrôle-toi toi-même, même si cela fait mal à entendre. La maturité n'arrive pas avec les années, mais avec la décision de ne plus être otage de tes impulsions et de tes attentes brisées. Si tu veux la paix, lâche d'abord l'illusion du contrôle absolu. Si tu veux du pouvoir, assume la responsabilité de tes pensées et de tes émotions. Personne ne construira ta force intérieure pour toi. Accepter la dureté de la vie, sans résignation ni victimisme, est le premier pas pour cesser de survivre et commencer à vivre avec fermeté, clarté et but. Ici, tu vas comprendre comment. 1. Remets en question tes attentes, pas la réalité. La réalité n'est pas là pour satisfaire tes attentes. Personne ne te doit que les choses se passent comme tu l'imagines. Et peu importe à quel point tu t'accroches à cette fantaisie, tu accumules seulement frustration et colère contre un monde qui ne sait même pas que tu existes. On t'a vendu l'idée que désirer quelque chose avec force le rend légitime. Mais la vie ne négocie pas avec tes caprices. Voici la vérité inconfortable. Le problème n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais le filtre que tu utilises pour l'interpréter. Si chaque jour tu te réveilles en espérant que tout fonctionne selon ton scénario mental, prépare-toi à être déçu encore et encore. La plupart des gens ne veulent pas entendre cela. Ils préfèrent blâmer les autres, le destin, la chance, leur propre enfance. Mais ce victimisme ne sert qu'à justifier ton immobilité. Si tu n'es pas capable de remettre en question tes attentes et de reconnaître combien elles te sabotent, tu vas rester piégé dans un cycle d'impuissance et de plainte. Le piège est de penser que les choses devraient être d'une certaine manière et qu'au premier contact avec l'imprévu, tu plonges dans la frustration. Combien de temps as-tu passé à attendre que les autres changent, que ton patron soit juste, que ton partenaire devine ce dont tu as besoin, que le trafic se dégage juste parce que tu es pressé? Tout ce stress émotionnel est optionnel, mais la plupart choisissent de le payer, jour après jour. Et pendant ce temps, la réalité suit son cours, indifférente, sans te demander la permission de te lancer des obstacles. Si tu n'apprends pas à regarder en face ce qui est, au lieu de ce que tu crois qu'il devrait être, tu vas vivre avec une dette émotionnelle constante et vieillir en portant du ressentiment. Arrête d'exiger du monde qu'il s'ajuste à ta mesure. Le seul territoire que tu peux conquérir est ta propre esprit. C'est ici que l'excuse meurt. Il n'y a aucune justification valable pour continuer à remettre ta paix entre les mains de l'imprévisible. Remettre en question tes attentes n'est pas de la résignation. C'est un acte de maturité brutale. C'est entraîner le muscle interne qui te permet de supporter la pression sans te briser. La différence entre une personne ferme et une personne fragile réside dans le type d'attente qu'elle nourrit. La personne forte accepte l'incertitude comme partie du jeu et ne s'enchaîne pas à des rêves fabriqués par l'ego. Le faible se victimise, exige, s'étouffe dans des attentes impossibles et finit par blâmer tout le monde sauf lui-même. La liberté commence lorsque tu cesses de négocier avec la réalité. Ne demande pas au monde de te traiter mieux que tu ne traites ton propre caractère. Si tu veux avancer, commence dès aujourd'hui à briser les chaînes de tes attentes non réalisées. Ce qui te frustre, ce n'est pas la vie. C'est toi-même qui exige des garanties qui n'ont jamais existé. N'attends pas moins de douleur, attends d'être plus fort. Voici la différence entre vivre éveillé ou rester endormi sous le poids de tes propres illusions. 2. Choisis ta réponse, pas ta réaction.
Le café refroidit sur la table, tandis que le message inattendu arrive sur ton téléphone. Tu pouls s'accélère, une contraction dans l'estomac, et l'esprit commence à s'emballer. Tu interprètes, tu supposes, tu anticipes le conflit. En moins d'une seconde, la réaction automatique veut prendre le contrôle. Cet élan de répondre avec colère, de lâcher un reproche, de te défendre avant de comprendre. Mais c'est ici que beaucoup se retrouvent piégés, dans le réflexe, dans la décharge émotionnelle qui semble inéluctable. Ce que peu osent arrêter, c'est ce premier saut mental, l'acte de choisir délibérément comment répondre au lieu de se laisser emporter par le mécanisme le plus primitif. Ta biologie te pousse à attaquer ou à fuir, mais ton esprit a la capacité d'intervenir et de dire « ce n'est pas une urgence, c'est une opportunité de pratiquer la maîtrise de soi ». La plupart vivent en pilote automatique, réagissant à chaque petite provocation comme si c'était une question de vie ou de mort. Ce qui se passe en surface, ce message, ce commentaire, ce geste, est presque irrélevant comparé à la façon dont tu le traites intérieurement. Le véritable travail se déroule dans ce laps de temps minimal entre le stimulus et la réponse. C'est là que se révèle ton véritable caractère. Es-tu juste un reflet de tes impulsions ou as-tu le courage de faire une pause et de choisir ton attitude ? Tu n'es pas esclave de ta première réaction, même si ton corps et tes croyances veulent te convaincre du contraire. Il y a une différence abyssale entre réagir et répondre. La réaction est automatique, aveugle, héritée. La réponse est consciente, choisie, née de la maturité. C'est là que se joue la véritable liberté. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'apprendre à l'observer sans t'y abandonner. Tu peux remarquer la colère, la déception, la peur, et pourtant agir depuis la tempérance. Chaque fois que tu choisis comment répondre, tu entraînes ton esprit et renforces ce muscle invisible qui soutient ta paix intérieure. Ce n'est pas facile, mais chaque décision consciente est un investissement qui s'accumule, créant une base de plus en plus solide. Personne ne gagne rien en laissant les émotions prendre le gouvernail chaque fois que la réalité devient inconfortable. Tu souffres moins lorsque tu cesses d'être réactif. Tu souffres moins lorsque tu te donnes le droit de choisir. Tu n'es pas le produit de ce qui se passe, mais de la façon dont tu décides de le gérer. C'est l'une des vérités les plus inconfortables, mais aussi la plus libératrice. Choisir ta réponse est ton véritable pouvoir. Ne le donne à personne. 3. Concentre ton énergie sur ce qui dépend de toi. Je vais admettre quelque chose d'inconfortable. Une partie de moi a gaspillé des années à lutter contre des moulins invisibles, obsédé par l'idée de réparer tout ce qui est hors de ma portée. J'ai perdu des heures à ruminer les réactions des autres, les décisions qu'ils ont déjà prises sans me consulter, les scénarios qui n'ont jamais dépendu de ma volonté. C'est comme avoir une fuite constante d'énergie, une sorte de trou au fond du réservoir émotionnel. Le résultat est l'épuisement et une frustration sourde, car peu importe combien tu insistes, rien de tout cela ne change simplement à cause de ton anxiété ou de tes bonnes intentions. Si tu t'arrêtes pour observer avec honnêteté, tu te rends compte de l'absurde. Chaque minute que tu passes à essayer de contrôler ce qui est extérieur est une minute de moins que tu as pour renforcer ce qui est réellement entre tes mains. C'est ici que la pensée stoïque devient brutalement pragmatique. Divise ta réalité en deux, ce que tu peux influencer et ce qui, peu importe tes efforts, échappera toujours à ton contrôle. C'est un filtre mental qui semble simple, mais c'est l'un des exercices psychologiques les plus difficiles à maintenir jour après jour, car l'ego déteste reconnaître des limites et veut toujours avoir le dernier mot. Cependant, chaque fois que tu oublies cette division, tu retombes dans l'auto-tromperie. Tu crois que ton bonheur dépend de l'approbation des autres, des conditions extérieures, du résultat parfait. Tout cela est un terrain glissant. Tu ne peux pas décider qui t'évalue, tu ne peux pas empêcher la vie d'être chaotique, tu ne peux pas dicter le scénario des autres. Tu peux seulement gouverner tes pensées, tes actions et ton attitude. Le reste est hors de ta juridiction. La distinction est claire.
Si tu investis ton énergie dans ce qui ne dépend pas de toi, tu paies le prix avec de l'anxiété, du ressentiment et un sentiment constant d'impuissance. Mais lorsque tu concentres ton attention sur ton propre domaine, sur ce que tu penses, sur la façon dont tu réagis, sur le type d'habitude que tu choisis de cultiver, tu commences à reprendre le contrôle réel. C'est une sorte d'économie émotionnelle. Chaque fois que tu dépenses des ressources pour ce qui est extérieur, tu t'appauvris de l'intérieur. Chaque fois que tu les investis en toi-même, tu te renforces. Voici une phrase à tatouer dans ta mémoire. Ne gaspille pas ta paix en voulant résoudre ce qui est irrésoluble. Chaque jour est une décision. Soit tu mets ton énergie dans ce qui dépend de toi, soit tu la donnes à des problèmes qui n'ont jamais été les tiens. La maturité commence lorsque tu cesses de te battre pour des batailles qui ne te concernent pas. Tu deviens plus sélectif avec tes préoccupations et tes efforts. Tu apprends à accepter que, même si tu ne peux pas contrôler le monde, tu peux contrôler comment tu te présentes devant lui. C'est la racine de la force personnelle, savoir distinguer où finit ton influence et où commence l'acceptation. Ce que tu décides de faire avec cette frontière est ce qui définit ta paix ou ton épuisement. Ce n'est pas une question d'indifférence, mais d'intelligence psychologique. Si tu veux avancer, cesse de négocier avec l'extérieur et transforme ta vie intérieure en ton véritable territoire. Le véritable pouvoir est de choisir où tu investis ton énergie. 4. Prends la responsabilité de ton état intérieur. La scène est celle d'une balance posée sur ta poitrine, invisible mais implacable. D'un côté tombent tes émotions, tes pensées dispersées, de l'autre tes excuses et la tentation de blâmer le reste du monde. Chaque jour, dans chaque geste, la balance s'incline un peu plus, et bien que personne ne puisse la voir, le poids se ressent dans la posture de tes épaules, dans le regard qui évite le miroir, dans la tension qui s'installe dans la mâchoire. Il n'y a ni vent ni force externe qui incline cette balance pour toi. C'est toi, avec chaque réaction inconsciente, chaque argument que tu fabriques pour te décharger de responsabilité, chaque fois que tu permets à l'humeur des autres de dicter ton état d'esprit ou qu'une nouvelle gâche ta journée. La responsabilité de ton état intérieur n'est pas un fardeau imposé, c'est la seule vraie liberté que tu as. L'ignorer te laisse à la merci du hasard et des impulsions des autres, comme si tu vivais ta vie avec le frein à main tiré et que tu te plaignais ensuite de ne pas avancer. Observe comment cela se manifeste. Tu marches dans la rue et quelqu'un te lance un regard mauvais. Ta réaction jaillit sur ta peau, dans les poings qui se serrent, dans la respiration qui se raccourcit. Au fond, tu aimerais que le monde soit aimable, juste, prévisible, mais la réalité ne va pas s'ajuster pour que tu te sentes à l'aise. Si tu choisis de céder le contrôle de ton état intérieur aux circonstances, tu deviens une sorte de marionnette émotionnelle, attachée aux fils de ce qui se passe à l'extérieur. Chaque fois que tu justifies ton mauvaise humeur par le trafic, ta tristesse par le rejet, ta colère par les injustices quotidiennes, ce que tu fais, c'est renforcer ce mécanisme. Je ne suis pas responsable, le monde me l'a imposé. Mais pendant que tu te répètes cette histoire, tu remets le gouvernail de ta vie entre les mains d'un pilote invisible qui ne te connaît même pas. La maturité commence par la reconnaissance brutale de cette vérité. Ce que tu ressens, penses ou fais, bien que cela soit influencé par l'environnement, reste le tien. Le premier pas est d'observer cet élan à te disculper, à chercher des responsables à l'extérieur et de t'arrêter. Respire et regarde de front le fait que ton interprétation est le filtre qui décide de la qualité de ta journée. Ce n'est pas de la résignation, c'est l'acte le plus radical de pouvoir personnel. Le stoïcisme ne te propose pas de nier la douleur ou la colère, mais de les reconnaître et d'assumer le coût de tes choix intérieurs, sans déléguer ta paix à d'autres. Prends la responsabilité de ce que tu permets de croître en toi. La liberté ne se trouve pas en fuyant la douleur ni en exigeant des garanties externes. La liberté réside dans l'acceptation de ta part et dans l'action avec cohérence, même si le reste du monde est un chaos. Toi seul décides quel type de poids tu portes chaque jour. Personne ne peut devenir fort par délégation.
5. Observe et dirige tes pensées chaque jour. Ta tête est une usine à histoire et si tu ne la supervises pas, elle devient ton pire ennemi. C'est aussi simple que cela. La plupart préfèrent vivre distraits, croyant que leurs pensées sont des vérités indiscutables, comme si la première chose qui apparaît dans l'esprit était un fait et non seulement le résultat d'années d'habitude, de peur et de conditionnement. Mais ici, il n'y a pas d'excuse qui te sauve. Si tu n'es pas capable d'observer ce que tu penses chaque jour, tu deviens l'otage de tes propres distorsions et tu finis par payer le prix avec de l'anxiété, de l'insécurité et des décisions qui sabotent ta vie. Arrête de prétendre que tu n'as pas de responsabilité sur ce qui se passe dans ta tête. Chaque pensée que tu répètes sans remettre en question est comme signer un chèque en blanc aux vieilles blessures, aux préjugés familiaux et à la paresse mentale qui te fait tant de mal. Il ne suffit pas de vouloir te sentir mieux, tu dois gagner ce droit par la discipline intérieure. Beaucoup se cachent derrière la phrase « je suis comme ça » ou « je ne peux pas m'en empêcher », comme si l'esprit était un animal sauvage, impossible à apprivoiser. C'est l'excuse parfaite pour ne rien faire et rester piégé dans le même cycle de plaintes, de fantômes et d'auto-limitation. La vérité inconfortable est qu'à chaque jour, tu as la possibilité de regarder tes pensées comme un surveillant implacable et de décider lesquelles méritent de l'espace et lesquelles doivent être rejetées. Il ne s'agit pas de réprimer ni de nier ce qui te traverse l'esprit, mais d'observer sans compassion ces histoires automatiques qui ne font qu'alimenter l'insécurité et le ressentiment. Si tu ne filtres pas le contenu de ton esprit, les déchets s'accumulent et finissent par intoxiquer chaque partie de ta vie. Tu n'es pas une victime de tes pensées, tu es le réalisateur qui décide quelle sera la narration dominante. Si tu n'assumes pas ce rôle, d'autres le feront pour toi. La pression sociale, l'habitude, la peur, le discours défaitiste que tu répètes sans t'en rendre compte. L'entraînement stoïque n'est pas pour les tièdes ni ceux qui cherchent des solutions faciles. Cela exige que tu t'assoies chaque jour, même une minute, pour interroger la qualité de ce que tu penses. Cette pensée me renforce-t-elle ou me fait-elle sombrer? C'est la seule question dont tu as besoin pour commencer à nettoyer ta maison mentale. Ne te trompe pas, l'autocontrôle se construit à travers l'inconfort de regarder ta propre médiocrité mentale et d'avoir le courage de faire un pas différent. Si chaque jour tu permets aux pensées les plus faibles et victimistes d'occuper le premier rang, ne t'attends pas à des résultats différents. L'esprit indiscipliné te vole l'énergie, la clarté et le temps. La pensée est une action en puissance. Dirige ton esprit ou quelqu'un d'autre le fera pour toi. Personne ne pensera pour toi si tu ne le fais pas. 6. La sérénité s'entraîne. Elle ne s'attend pas. La sérénité n'est pas un cadeau que la vie te fait lorsque tu as enfin de la chance ou lorsque le monde décide de te donner un répit. Attendre que le calme arrive tout seul est l'un des pièges les plus coûteux que tu puisses te permettre. L'autocontrôle, la paix intérieure, la clarté face au chaos n'apparaissent pas parce que tu es fatigué de souffrir, ni parce que tu le mérites, enfin. Elles apparaissent et n'apparaissent que lorsque tu consacres du temps et de l'énergie à entraîner ton esprit, tout comme tu entraînerais un muscle oublié. Il est difficile de l'admettre, mais la plupart préfèrent se livrer à l'espoir passif, comme si la sérénité était quelque chose qui se produisait un jour simplement, le résultat de tout ce qui s'aligne à l'extérieur. C'est l'erreur la plus profonde. Croire que la tranquillité est une conséquence de la chance, des circonstances, que les autres agissent enfin comme tu l'espérais. Rien n'est plus éloigné de la réalité. La sérénité se forge à la sueur, dans l'inconfort de regarder à l'intérieur, de reconnaître tes impulsions et de discipliner l'esprit qui veut courir après chaque stimulus. Le reste n'est que tromperie. Le mécanisme est brutalement simple. Chaque fois que tu renonces à entraîner ta réaction, à remettre en question tes pensées, à observer tes émotions avant d'agir, tu renforces la paresse mentale. Cet abandon intérieur devient la dette silencieuse que tu paies avec de l'anxiété, de l'irritabilité et cette fatigue chronique qui ne se résout pas en dormant plus d'heures.
Le stoïcisme ne te promet pas de cesser de ressentir. Il exige que tu maîtrises l'art de distinguer entre ce que tu peux gouverner et ce que tu ne peux qu'accepter. Que cela te plaise ou non, l'esprit humain est programmé pour le désordre, pour la surinterprétation, pour le drame. Si tu ne l'éduques pas, il te traîne. Prétendre que sérénité est égale à absence de problème est un argument qui ne sert qu'à perpétuer l'immaturité émotionnelle. La pratique consiste à détecter le moment où la tension interne commence à s'installer. Cet instant où tu ressens l'impulsion de répondre par une plainte, de la colère ou de la résignation, et à choisir une réponse différente. Ce n'est pas de la magie, c'est de la répétition. C'est observer l'impulsion et décider « je ne vais pas offrir mon énergie à cela ». Chaque fois que tu choisis la tempérance, même si c'est difficile, même si la situation ne change pas, tu renforces le muscle de la sérénité. C'est dans cette accumulation de petites décisions que se construit une base interne qui ne vacille pas à chaque secousse externe. Personne ne devient fort en fuyant l'effort. Personne ne devient serein en attendant que l'environnement soit parfait. La tentation de blâmer l'extérieur sera toujours là. Mais la véritable maturité commence lorsque tu choisis de cesser de négocier avec l'imprévisible et que tu t'engages à entraîner ton caractère. La sérénité n'est pas passivité, c'est discipline interne. Tu gagnes en paix chaque fois que tu choisis de ne pas réagir par habitude. La tranquillité est une conquête quotidienne, pas une loterie. Attendre la sérénité, c'est perdre du temps. L'entraîner est la seule garantie. 7. Utilise l'adversité comme une opportunité de grandir. Le réveil sonne une demi-heure plus tôt que d'habitude, car l'agenda est serré et la marge d'erreur est minimale. Le café est plus amer que d'habitude. Tu sors de chez toi juste au moment où il commence à pleuvoir. Et cerise sur le gâteau, les transports en commun décident de prendre du retard ce jour-là où tu ne peux pas te permettre d'arriver en retard. Tout semble s'aligner contre toi, une séquence de petites contrariétés qui, cumulées, menacent de ruiner ton moral avant même que la journée ne commence. Ici, à cet instant où l'inconfort s'accumule et où l'irritation pointe le bout de son nez, se joue la différence entre suivre le script automatique de la plainte ou utiliser l'adversité comme un outil pour polir ton caractère. Il ne s'agit pas de romantiser le malaise, ni de faire semblant que tout a un côté positif. Il s'agit de comprendre, sans anesthésie, que chaque obstacle révèle l'état réel de ton entraînement mental. La vie ne demande pas si tu es prêt, elle se produit simplement, et chaque fois que quelque chose tourne mal, tu as l'opportunité d'analyser ta réponse avec froideur. Te laisses-tu emporter par la frustration et remets-tu ton énergie à la colère, ou choisis-tu d'utiliser ce contretemps comme une sorte de laboratoire psychologique où se teste la solidité de tes habitudes internes? Le mécanisme est clair. Face à l'adversité, l'esprit cherche des coupables ou des excuses pour justifier le malaise. C'est le chemin le plus facile, celui qui ne nécessite ni effort ni autocritique. Mais c'est justement là que se trouve la marge de croissance. Si chaque contrariété est une menace, tu deviens plus fragile chaque jour. Si chaque contrariété est un signal d'entraînement, alors ta capacité de résistance s'élargit. Le stoïcisme ne propose pas d'ignorer les difficultés, mais de les utiliser comme un miroir qui reflète tes faiblesses et tes angles morts. Chaque événement adverse est un scanner de ta maturité émotionnelle. Quand quelque chose te dérange, tu as la possibilité de t'arrêter, d'identifier le mécanisme mental qui s'active et de te demander avec une brutalité honnête quelle partie de ta réaction dépend de toi et laquelle ne dépend pas de toi. Cette observation honnête est la graine de la croissance. Personne ne devient fort dans le confort. Accepter le défi de l'adversité signifie l'analyser froidement. Que contrôles-tu réellement dans ce scénario ? Où offres-tu de l'énergie par habitude et où peux-tu intervenir? Au lieu d'attendre que l'environnement s'adoucisse, tu deviens un expert dans la régulation de ta propre réponse. C'est le seul véritable avantage que tu as, transformer chaque coup en une micro-leçon sur tes limites et tes ressources. L'adversité est le filtre qui sépare l'attente naïve de la force entraînée.
Ce n'est que sous pression que se révèle si tes principes sont des convictions ou de simples discours pour des jours tranquilles. Fais de chaque difficulté une salle d'entraînement mental, pas un motif de plus pour la victimisation. Personne ne grandit en fuyant l'inconfort. Ce qui t'irrite aujourd'hui peut être demain le muscle qui soutient ta tempérance. Utilise l'adversité et ne permets pas qu'elle t'utilise. 8. Ne cherche pas un contrôle externe. Cultive ton autocontrôle. Je vais confesser quelque chose dont je ne suis pas fier. Pendant trop d'années, j'ai confondu la sensation de contrôle avec l'acte réel de contrôler. Je passais des heures à vérifier mon téléphone toutes les quelques minutes, attendant des réponses qui n'arrivaient jamais au moment où je le voulais, analysant le ton d'un message, la pause dans une conversation, comme si je pouvais anticiper et façonner la réaction des autres juste avec mon anxiété. Chaque fois que quelque chose sortait du plan, je ressentais cette tension dans la poitrine, le front plissé, les mains se fermant jusqu'à ce que les articulations me fassent mal. Ce que j'appelais s'inquiéter était en réalité une forme déguisée d'essayer de forcer l'environnement à fonctionner à mon rythme. Une illusion qui ne faisait qu'épuiser mon énergie et me laissait piéger dans un cercle vicieux de déception. Le contrôle externe est addictif, car il te donne la fausse impression que, si tu insistes suffisamment, la réalité va se plier. Mais la réalité, par définition, ne consulte jamais tes désirs avant de changer de direction. Cette obsession de contrôler ce qui se passe à l'extérieur se manifeste dans des gestes minimes. Le mouvement compulsif de mettre à jour un réseau social, le besoin de clarifier des malentendus avant qu'ils n'existent, cette habitude de devancer ce que l'autre va dire juste pour éviter de te sentir vulnérable. C'est une usure silencieuse qui se filtre dans la façon dont tu marches, dans la manière dont tu t'assois en réunion, toujours tendu, toujours alerte. Tu cherches des garanties dans le comportement des autres, dans les conditions de circulation, dans le climat du bureau, comme si en ayant tout sous surveillance, tu pouvais maintenir intact ta calme. Mais cette calme est aussi fragile que le fil qui la soutient. Il suffit d'un imprévu, d'un commentaire déplacé, d'une pluie inattendue, pour que toute cette architecture mentale s'effondre et que tu te retrouves nu face à tes propres limites. Contrôle ce que tu penses, pas ce qui se passe. C'est la ligne que tu ne dois jamais oublier. Le véritable autocontrôle n'a rien à voir avec la répression des émotions ou le fait de feindre l'indifférence. C'est apprendre à reconnaître l'impulsion d'intervenir là où tu n'as pas de pouvoir et à la lâcher avec la même fermeté avec laquelle tu tiens tes principes. La différence se ressent dans la respiration. Tu passes d'un rythme saccadé et anxieux à une respiration plus profonde, plus présente. Le muscle de l'autocontrôle se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas intervenir dans la vie de l'autre, chaque fois que tu acceptes l'incertitude comme partie du marché et que tu te concentres sur ton propre comportement, sur ta prochaine action, sur le geste que tu peux gouverner. Personne ne gagne rien à essayer de tirer les ficelles de ce qui est hors de sa portée. La seule chose que tu peux affiner, c'est ton caractère. L'autocontrôle est la victoire invisible qui soutient toutes les autres. Si tu cherches la paix, commence par cesser de surveiller le monde et commence à te surveiller toi-même. 9. Sois cohérent avec toi-même, même sous pression. Tu n'es pas un caméléon qui doit changer de couleur chaque fois que la pression monte et que l'environnement essaie de te pousser hors de ton centre. Si ta cohérence dépend du climat, de l'humeur des autres ou de ce qui t'arrange sur le moment, alors ta parole et tes principes valent moins qu'une monnaie fausse. Il y a ceux qui passent leur vie à ajuster leur discours, montrant une version différente selon le public, trahissant leurs propres valeurs dès qu'ils sentent l'inconfort pointer. Ainsi se construit une identité fragile, fragmentée par de petites trahisons quotidiennes. Tu tais ce que tu penses pour éviter les frictions. Tu souris quand tu ne le veux pas, tu te vends à bas prix juste pour ne pas sentir le poids de la désapprobation. Mais chaque fois que tu cèdes 1 millimètre de ton intégrité par peur de la pression, tu donnes au monde la licence de continuer à te façonner à sa guise.
La cohérence n'est pas un luxe pour les jours faciles, c'est la seule armure réelle que tu as quand tout autour se déforme. L'excuse la plus facile est de dire « j'étais sous pression », comme si cela justifiait d'éteindre ton jugement et de devenir un de plus dans la foule qui plie sous le vent. Mais le stoïcisme n'a pas de patience pour ce genre de justification. Si tu es seulement ferme quand personne ne te défie, tu es faible. Si ton caractère s'évapore dès que tu sens le regard critique des autres, ce que tu démontres, c'est qu'il n'a jamais été le tien. Tu ne le louais que de temps en temps pour te sentir supérieur en privé. Ici, il n'y a pas de raccourci. La cohérence se teste justement quand ça fait le plus mal, quand il semble que le coup de rester fidèle à soi-même est de perdre quelque chose à l'extérieur. C'est là que se séparent ceux qui agissent par conviction de ceux qui cherchent seulement l'approbation. Ne vends pas ton jugement pour un instant de confort. Cette phrase, tu devrais te la tatouer dans la mémoire. Il ne s'agit pas d'être inflexible ou arrogant, mais de cesser de négocier l'essence pour des miettes d'acceptation. La pression est le cadre parfait pour voir si tes principes sont de vraies convictions ou de simples ornements à exhiber sur les réseaux sociaux. Tu peux tromper l'autre en face, mais tu ne peux jamais échapper au jugement intérieur qui te fait payer ensuite, quand l'euphorie passe et qu'il ne reste que l'écho d'une décision lâche. L'incohérence est une dette qui exige toujours des intérêts. Elle te vole le respect de soi, affaiblit ton caractère et au final te laisse vide, incapable de faire confiance même à tes propres promesses. Ne mets pas ta dignité en vente. La vraie cohérence ne se négocie pas, elle s'entraîne. Choisis d'être fidèle à ton jugement, même si cela coûte. Si tu ne peux pas te maintenir dans les moments difficiles, ce que tu as n'est pas du caractère, c'est une façade. Ne donne pas ton intégrité à la pression du moment. Sois inconfortable, sois ferme, sois cohérent même si le prix est de rester seul. Mieux vaut être seul que fracturé de l'intérieur. 10. Renforce ton esprit, pas ton désir de facilité. Arrête de demander à la vie d'être légère. Renforce ton esprit, pas ton désir de facilité. C'est la ligne qui sépare ceux qui mûrissent de ceux qui attendent simplement des faveurs du destin. Le mécanisme est simple mais brutal. Plus tu t'obsèdes à penser que les choses devraient couler sans résistance, plus tu te fragilises intérieurement. Il y a une partie de toi qui croit encore que le bien-être est un droit automatique, que tu mérites le confort juste par le fait d'exister. Et c'est là que commence la fracture interne. Cette quête obsessive du raccourci, de la voie sans effort, est la machinerie qui alimente ta frustration et ton anxiété. Chaque fois que tu te répètes que cela devrait être plus facile, tu entraînes ton esprit à céder à la première inconfort et à blâmer le monde de ne pas te traiter avec délicatesse. Il ne s'agit pas d'être insensible ni de glorifier la souffrance. Il s'agit d'affronter le fait que la facilité n'a jamais préparé personne à résister à la pression réelle. Au fond, ce qui te fragilise, ce n'est pas l'obstacle, c'est l'idée que tu ne devrais pas avoir à y faire face. L'esprit, lorsqu'il s'habitue à esquiver l'effort, devient fragile, accro à la récompense immédiate et hostile au moindre effort soutenu. Si ton objectif est que la vie cesse de te défier, tu te condamnes à une existence de plainte et de ressentiment. Chaque fois que tu choisis le confort vide, tu renforces l'habitude de fuir la responsabilité interne. C'est ainsi que s'installe l'auto-tromperie. Tu répètes le mantra que tout devrait être simple, mais ce que tu obtiens, c'est d'affaiblir le muscle de la volonté et de devenir dépendant de facteurs que tu ne contrôleras jamais. Ce qui est vraiment précieux se construit uniquement sous tension, lorsque tu refuses de céder à la paresse mentale. Le désir naïf de facilité est une dette silencieuse qui se paie par l'insécurité et le manque de caractère. La véritable transformation se produit lorsque tu acceptes que la vie ne va pas s'adoucir pour que tu sois à l'aise. Tu changes lorsque tu cesses de négocier la difficulté et commences à entraîner ton tempérament. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, mais d'abandonner la fantaisie selon laquelle la croissance est confortable.
L'esprit fort n'est pas celui qui ne doute jamais, ni celui qui se durcit jusqu'à devenir insensible. C'est celui qui accepte l'inconfort comme une partie naturelle du processus et ne se paralyse pas devant le premier contretemps. La force mentale est une discipline quotidienne, pas une inspiration momentanée. Chaque instant où tu résistes à la tentation de chercher le chemin facile, tu investis dans ton propre équilibre et tu te sépares de la masse qui ne sait que se plaindre. Le véritable pouvoir est d'être prêt à affronter les difficultés, pas de désirer que tout soit facile. Si tu cherches la stabilité, arrête de prier pour le confort et commence à entraîner ta capacité à supporter et à surmonter. Personne ne mûrit en fuyant l'effort. Ne deviens pas l'otage de ton désir de confort. Entraîne ton esprit et le reste devient gérable.